Quelle heure est-il? Rebonjour à toutes et à tous. On va reprendre pour arriver tout doucement sur la fin de cet après-midi, en tout cas sur la dernière table ronde de l'après-midi. Avant de lancer la discussion sur le sujet qui va animer cette table ronde, on m'a rappelé, et en effet, je vais profiter d'avoir la parole pour vous transmettre une information. On est sur une année qui quand même aura été assez chargée en événements. Certains d'entre vous étaient à Angoulême au mois de juin. Il y a cette rencontre régionale également aujourd'hui. Et il y a encore une autre rencontre avant, enfin il y en a plusieurs, mais il y a une grosse rencontre à venir pour laquelle on souhaitait vous passer l'information. Une rencontre nationale qui aura lieu à Limoges sur les questions d'accessibilité, qui aura lieu les 3 et 4 décembre et qui est organisée par l'ADRAC, l'ARS, les singuliers associés et nous-mêmes, voilà, spécifiquement sur les questions d'accessibilité. Si vous voulez des informations, ça me permet aussi de faire une transition pour vous dire, s'il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter du pôle culture et santé, vous pouvez le faire maintenant ou tout à l'heure, mais je vous encourage à le faire pour recevoir les informations sur des journées comme aujourd'hui et d'autres ailleurs, et aussi pour savoir quand est-ce que les appels à projets sortent et ce genre d'informations globalement. Fini pour le petit moment information calendrier et pub pour notre super newsletter. On va passer sur la dernière table ronde du coup de cette journée qui s'appelle la mise en œuvre des projets artistiques et culturels en établissements médico-sociaux, les prérequis, la ressource, la coopération, les écueils, la place de chacun, les effets, pour quels avenirs. Globalement, cette table ronde, elle va venir faire écho à pas mal de choses qu'on se dit depuis ce matin au final, parce qu'on a déjà un peu commencé à aborder ces sujets. Et c'est une table ronde qui se vise à penser vers quoi est-ce qu'on va, et en même temps à être très opérationnel, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on avance de manière à pouvoir repartir aussi avec des choses assez claires pour savoir comment chacun, à l'endroit où on se situe, on va pouvoir venir nourrir nos réflexions et potentiellement nos actions et nos projets de demain. Je laisserai chacun des intervenants, comme ce matin, se présenter au moment des questions. Mais je vais tout de suite, en fait, juste commencer par préciser qu'on a autour de on dit table ronde, mais bon, bref, on a là, sur cette estrade, cet après-midi, aussi bien des personnes qui développent des projets au sein d'établissements en tant qu'artistes, etc. Et aussi des personnes qui accompagnent et ou qui analysent, puisqu'on a notamment Caroline qui fait actuellement une thèse sur ces sujets-là, qui est présente avec nous et qui vont pouvoir apporter des regards un peu différents à la fois sur la mise en œuvre très opérationnelle et la question de comment est-ce qu'on accompagne ces projets. Du coup, moi, la première question que je voudrais poser là-dessus, c'est coopérer, parce qu'on a beaucoup parlé de coopération ce matin. On continue, quand on parle des projets artistiques et culturels, à beaucoup parler des projets de coopération. Coopérer entre le monde du médico-social, puisqu'aujourd'hui on est dédié sur la question du médico-social et de la culture, ça implique quoi ? Qu'est-ce que ça vient jouer ? Qu'est-ce que ça vient soulever ? Et du coup, ça c'est une question que je voudrais avant tout vous poser à Jean-Philippe, à Caroline et à Christelle, de l'endroit où vous vous situez. Et après, on pourra enchaîner sur les projets. Lequel veut commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Philippe Tessiras, je suis médiateur au Fonds départemental d'art contemporain à Périgueux, au service départemental du patrimoine du conseil départemental de la Dordogne. Donc on a la chance de coopérer avec l'agence culturelle dans le cadre de ces parcours pour présenter des œuvres d'art visuel. Parce qu'en effet, au tout départ de ça, il y a des artistes quand même qui créent des œuvres, qui ont une sensibilité et qui nous en font part, qui sont des fois des lanceurs d'alerte, des gens qui sont pétris d'influence et qui nous font part de toutes ces richesses qui sont en eux. Et ça, c'est très porteur. J'ai tout de suite envie de citer un mot qui a été dit ce matin, c'est le mot envie. C'est très important ce mot envie parce que déjà les artistes, ils sont passionnés. Nous, on peut l'être aussi après parce que on découvre et on apprend. Et puis on essaye de transmettre. Et les gens qui découvrent à leur tour dans le médico-social, ils sont enthousiasmés, ça leur
ça leur ouvre plein de portes et ça libère la parole. Mais concernant la question sur cette coopération, pour y revenir, je pense que ce qui est primordial, c'est la communication. Alors je dis quelque chose de tout bête. Communiquer, ça veut dire quoi? C'est échanger, c'est-à-dire on se parle. Seulement le problème, c'est qu'on a des structures différentes. On ne va pas communiquer pareil dans les PTT que dans le médico-social, que dans la territoriale. Il va y avoir des codes, il va y avoir des rythmes. Et j'insiste toujours là-dessus dans les réunions parce que c'est le point de départ d'une bonne coopération. Voilà, ça c'est mon sentiment, je ne détiens pas la vérité, mais il me semble que c'est un premier point, cette communication, pour fixer des bases, pour amener, et puis pour proposer, et finir par prendre du plaisir avec des intervenants, et puis des œuvres d'art qui viennent de créateurs, et devant lesquels eh bien, on va continuer à apprendre, à découvrir, à partager et à libérer nos paroles. Voilà. Je peux prendre la suite, c'est très simple, je suis juste à côté. Merci, ouais, ça rejoint... pardon. Oui, alors, donc Caroline Roncerel-Orge, je suis doctorante en médiation culturelle à l'université d'Aix-Marseille et de Rouen-Normandie. Et j'ai beaucoup de chance, alors déjà parce que je fais une thèse qui m'intéresse énormément, qui porte sur le rapport au corps et aux représentations dans les projets artistiques en environnement de soins. Donc je m'intéresse aussi bien au médico-social qu'au sanitaire, et puis ça embrasse toutes les disciplines artistiques possibles. Et j'ai aussi la chance de pouvoir, d'avoir une double casquette, d'être à la fois sur le terrain, à participer à la montée en compétences des professionnels et à la mise en place de projets très différents, et puis aussi dans les bouquins, dans de la rédaction de thèse, à l'université, quoi. Donc je pense que c'est assez complet. Et là où je voulais rebondir, c'est que je pensais... avec mes mots aux mêmes enjeux, ça implique pour moi les mêmes choses. Vous parlez de communication. Moi, il y avait deux mots qui me venaient, qui, par les temps qui courent, ne sont peut-être pas les plus à la mode, mais d'abord celui d'acculturation. Et en fait, c'est important, selon moi, de se rendre compte quand on coopère qu'il y a une culture de chaque côté, et que, en effet, ça veut dire un certain vocabulaire, un certain rythme. Quand je parle de vocabulaire, ça veut dire aussi des acronymes, parce qu'en France, on est très bon là-dessus, aussi bien du côté de la culture que du côté de la santé. Ça veut dire un certain calendrier, et puis une maîtrise, une pratique professionnelle avec une maîtrise de certains gestes, aussi bien du côté des artistes, pour des gestes artistiques, que du côté des soignants, par exemple, pour les gestes soignants, ou des accompagnateurs, etc. Je voulais parler de cette acculturation avec ce mot-là, cette notion-là, parce qu'on peut, selon moi, faire le parallèle avec l'idée d'être interprète, chacun de son propre domaine. Et quand on se rencontre pour coopérer, on fait le pont entre chacun son mode de fonctionnement et puis son vocabulaire, et on essaie de créer une cohérence à la rencontre des deux. Je pense à une artiste il n'y a pas longtemps qui me disait encore qu'en arrivant, elle sait qu'elle peut être encore un peu maladroite, et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas négliger le pouvoir fou d'un temps d'immersion, par exemple, quand on arrive, et en tout cas d'un véritable temps d'échange entre artistes et puis les porteurs du projet au sein de l'établissement. Prendre le temps de penser le projet ensemble, ça veut dire prendre le temps de se poser les bonnes questions ensemble sur comment est-ce qu'on met en place les choses, pourquoi on les met en place comme ça, et ça retire toute peur d'être maladroit. Et je parlais aussi de métissage parce que ces coopérations-là, ça implique aussi de laisser l'espace, notamment de laisser l'espace pour être déplacé par l'autre dans ses habitudes, dans ses pratiques, et pour que dans cet espace-là naisse un inédit métis qui sera ni complètement du domaine du médico-social, ni complètement du domaine artistique et culturel, mais quelque chose à la fusion des deux. C'est pour ça que je parle de métissage.
Et cet inédit, ça pourrait être quelque chose qu'on ne pensait même pas, un impensé total. Ça pourrait être une création, une rencontre, ça peut avoir beaucoup de formes. Et il y a quand même une troisième notion qui n'est pas directement liée aux deux autres, mais qui pour moi est importante, peut-être primordiale quand on parle de qu'est-ce que impliquent les coopérations culture et médico-sociales. Ça va être l'autodétermination, le respect de l'autodétermination, notamment des personnes, les résidents, les personnes qui sont accompagnées. Et ce, tout en étant, c'est là la finesse du propos, la difficulté, tout en étant force de sensibilisation, de proposition et de solution. Donc de trouver où est-ce qu'on met le curseur, trouver l'équilibre entre ne pas imposer la participation, et ça c'est primordial, mais aussi répondre aux souhaits de chacun, et puis encourager malgré tout la découverte, la nouveauté, et c'est d'autant plus important que pour voir ça dans les EHPAD dans lesquels je travaille, il y a parfois, c'est parfois très humble les demandes qui sont faites par les résidents, pour le coup, quand on leur dit, parce qu'on leur a posé la question, s'il n'y avait pas de problème de financement de quoi que ce soit, quoi ou qu'est-ce que vous voudriez, de quoi est-ce que vous avez envie, là encore la question de l'envie elle est bien présente, de quoi est-ce que vous avez envie, c'était très humble, et ça donne pour nous envie de les pousser dans des choses qu'ils peut-être ne soupçonnent même pas, quoi. Donc voilà. Bonjour, Christelle Bissoulet, en charge de l'équipe projets transversaux à l'Agence culturelle, et je coordonne le programme culture et médico-social à l'échelle de la Dordogne. Alors moi, pour répondre à ta question, Clara, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi depuis ce matin. Moi, je parlerai peut-être de la question de la place. Souvent, quand on arrive dans les établissements, il n'y a pas de sachants, il n'y a pas d'ignorants. On a tous un rôle à jouer et on a tous ce fameux pas de côté à faire parce qu'on apprend tous quelque chose dans le montage des projets. Et je regarde Kevin parce que la première fois, je vais vous raconter une petite anecdote, la première fois que Kevin est intervenu dans un établissement, il me voit, et en fait, tu ne trouvais pas ta place. Tu t'en souviens ? Et je lui dis, sois toi-même, fiche la pagaille, quoi, puis tu vas voir, tu vas la trouver ta place, hein, en gros. Donc, c'est tout c'est de la dentelle, en fait. C'est de la communication, mais aussi c'est de la dentelle. C'est arriver à faire en sorte que chacun soit à sa juste place et apprenne quelque chose de l'autre. Y compris nous, opérateurs culturels, on apprend tout le temps quelque chose. Et c'est ça qui fait que chacun peut s'y retrouver. C'est être à la place qu'il a envie d'être et qu'il peut prendre. Il faut mettre personne en difficulté, ni les artistes, ni les soignants. L'artiste n'a pas de formation ni soignante, voilà. Quand il arrive dans un établissement, on ne le briefe pas sur tous les résidents qu'il va croiser, sur les histoires de chacun. Mais c'est ça qui fait aussi la fraîcheur de son intervention, c'est-à-dire que, justement, lui, il n'arrive pas avec tout ce background des professionnels qui sont là, il les prend comme ils sont, et c'est ce qui permet, je pense, d'aller à des endroits, comme Chantal le disait tout à l'heure, qu'on n'imaginerait pas. Parce que lui, il n'a pas de frein, l'artiste, il arrive, il les prend, il voit le chemin qu'il peut prendre avec eux, et il n'y a pas les freins qu'on a au quotidien quand on suit une personne. Il n'a pas de rôle éducatif, il n'a pas de rôle soignant, donc voilà, il est libre de ça. Et il faut que le soignant ou l'éduc ou l'animateur puisse se sentir libre aussi dans sa pratique d'aller un peu plus loin ou de faire autrement, et y compris en participant s'il en a envie, parce que nous on encourage toujours ça dans les projets. Un projet qui est partagé et qui me permet de mettre sur une scène, comme on va voir tout à l'heure avec le projet de Kevin, des professionnels et des résidents, voire des familles quelquefois, et ben ça l'amène tout de suite ailleurs, ça résonne tout de suite autrement dans l'établissement et ça change la couleur du projet et ça change la façon de regarder le projet culturel dans l'établissement, parce que c'est pas
l'animateur qui se fait plaisir avec l'artiste dans son coin, mais c'est tout le monde qui en profite. Et là, tout de suite, c'est pas la même, voilà, c'est pas le même enjeu, parce que l'animateur, il s'amuse pas, c'est aussi un travail. Et ça aussi, il faut... Voilà, je pense qu'on a encore aussi des petits schémas comme ça à travailler. Et si on peut faire participer quelqu'un de l'administration ou n'importe quel autre corps de métier, tout de suite, on va ailleurs. Et c'est ça qui fait la force des projets et qui peut mener à leur réussite. Merci beaucoup. Je pense que ce que vous partagez là, tous les trois, ça pose énormément le propos pour les questions qui vont suivre, parce que moi, j'aimerais bien du coup qu'on se pose la question par rapport à tout ce que vous nous amenez de votre regard au fur et à mesure des années de projet et de l'analyse que tu en fais aussi d'un point de vue académique, de poser la question donc à Olivier et à Kevin, où vous êtes tous les deux sur le terrain, de vivre, traverser ces projets, savoir un peu déjà quel écho vous avez à ce qui vient d'être dit, comment ça s'incarne au final sur le terrain dans les projets que vous portez aux différents endroits que vous êtes, et puis du coup, quelles sont aussi les conditions selon vous, les conditions requises pour qu'un projet puisse se mettre en place, pour qu'un projet puisse aller là où Christelle était en train de l'expliquer juste avant. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui nous permet d'aller là-dessus? Bonjour, Olivier Auberger, directeur donc de 3 foyers de vie à l'API Périgueux, qui est une association qui accompagne donc des personnes en situation de handicap. Directeur du foyer Lysander, donc vous pouvez imaginer que je suis un homme heureux après ce que je viens de voir, parce que ça vient évidemment concrétiser le travail de la compagnie, effectivement, Ballet Brut, mais je pense aussi des années de pratique sur l'établissement. Je pense que effectivement, il est tout d'abord impératif, et je le dirais un peu moins bien que vous, mais évidemment de partir de ce que souhaitent les personnes que nous accompagnons au quotidien. Pour partir de leurs souhaits, encore faut-il qu'ils puissent expérimenter et qu'ils puissent, dans nos établissements, comme on le fait, pratiquer de la danse. J'ai aperçu Caroline Deville. Pratiquer des arts plastiques, ils ont pu le faire avec Bob Cougar, pratiquer avec André Merle. C'est une pratique qui leur permet aussi après de gagner évidemment en assurance, mais de pouvoir aussi imaginer et aller plus loin dans des projets que l'on porte avec aujourd'hui l'agence culturelle et Madame Bissoulet, et j'en reparlerai. Donc quels sont les ingrédients, la recette pour réussir ce type de projet? Je pense que la première des choses, c'est de rendre l'environnement quand même propice et un peu confortable à l'expression artistique. C'est vrai qu'on a l'impression que Kevin peut-être confirmera, mais on a l'impression souvent que les artistes sont un peu tout-terrain. Je pense qu'il faut aussi créer les conditions dans les établissements de cet environnement, puisque les artistes, les résidents, les éducateurs, et j'en parlerai, ont besoin aussi d'avoir toutes les conditions les meilleures pour pouvoir créer. La deuxième chose, c'est effectivement, Chantal et Yannick, qui étaient sur le projet, ont pu vous le dire, c'est d'être au plus près, même si parfois, il n'y a pas au départ, Chantal l'a dit, une appétence pour la chose artistique. C'est-à-dire qu'on va aussi travailler avec elles et s'appuyer sur leur expertise en disant ce projet, il gagnera en qualité évidemment si vous êtes là pour travailler avec l'artiste à développer les potentialités des personnes dans le projet. Il est très clair que cette connaissance du handicap, mais cette connaissance aussi de chaque personne inscrite dans le projet, va être, à mon sens, indispensable pour, et on en parle parfois avec les artistes, pour venir aussi enlever des appréhensions, et puis aussi, il faut en parler pour très clairement mettre en avant des limites. Il est très clair qu'il y a parfois aussi... alors, on a souvent tendance à minimiser
le potentiel de chacun, mais en tout cas, il existe des limites et notre objectif n'est pas évidemment de mettre en difficulté les résidents sur ce type de projet. Là, j'ai croisé la chef de service de Lysander, Madame Mentil, qui avait les larmes aux yeux sur ce projet, parce qu'il y a aussi évidemment l'encadrement qui doit être très présent, parce que c'est évidemment indispensable, là aussi, de créer les conditions. On parle, et on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, des enjeux RH, des problèmes évidemment qu'on peut connaître dans les établissements. Pour autant, il faut avoir une personne qui va coordonner, qui va adapter aussi les plannings, qui va assurer la continuité du projet avec, par exemple, les mêmes éducateurs tout au long du projet, parce qu'il est très clair que si vous changez d'accompagnant à chaque séance, vous allez mettre tout le monde en difficulté. Donc, il y a ce travail-là qui est important, plus travailler évidemment la communication en interne. Donc, là aussi, il faut des encadrants. Alors, chez nous, c'est le chef de service. Dans d'autres établissements, ça peut être d'autres personnes. Mais il faut vraiment que quelqu'un, là, coordonne. Nous sommes sur des établissements ouverts 365 jours par an, avec de travail de week-end, soirée, matinée, qui implique parfois des jours de repos. Et pour autant, il va falloir investir et se donner les moyens aussi d'arriver à assurer cette continuité. Et enfin, et là, dans le cadre de ce projet, je me tourne vers Madame Bissoulet, que je veux remercier, puisque les premiers projets que nous avons mis en place remontent maintenant à 2017, et qui a l'art de faciliter les projets en sachant qu'elle est là dès les premières réunions pour lever les appréhensions de tous, avec des bilans intermédiaires, des synthèses, enfin, tout au long du projet, on se retrouve dans les meilleures conditions pour arriver à ce type de résultats que vous avez pu voir. Donc voilà, pour faire un peu une synthèse, évidemment aller chercher ce que veut la personne que l'on accompagne, ça c'est indispensable, hein, c'est-à-dire aller au plus près du désir du résident, créer l'environnement le meilleur pour pouvoir un peu faciliter cette expression artistique, une coordination, alors dans le cadre de ce projet-là, avec Madame Bissoulet, chef de service qui organise tout ça, et il est très clair, vous avez là les ingrédients, en tout cas, de ce que pourrait être un projet réussi. On reviendra peut-être après sur ce qu'on peut aussi appeler un projet réussi. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Kevin Castagna, auteur-compositeur. Alors j'ai mangé le début de la question, j'écoutais en fait. Les conditions requises, ça j'avais retenu. Je sais pas, alors ça me questionne, je sais pas s'il y a des conditions, enfin c'est le mot requis, ça veut dire demander, obligatoire, ça fait un peu appel à projet, cahier des charges, et c'est vrai. Au début, quand il y a 10 ans, on remplissait un appel à projet qui était très carré, et qui l'est toujours d'ailleurs, je confirme. Mais du coup, d'un point de vue artistique, c'est des choses qui des fois peuvent faire un peu peur, ce vocabulaire, parce que nous, on est quand même des artistes. Ça veut dire qu'on rêve beaucoup. Et la première fois donc, que je suis intervenu dans un établissement, avec Christelle, j'étais arrivé très artiste, quoi. J'avais une subvention, je la trouvais honorable. Je me sentais artiste parce que j'avais eu une subvention. Et je suis arrivé dans un EHPAD, mais j'avais eu une subvention, hein, je précise. Et j'ai compris en pas longtemps que le plus important, c'était pas de remplir toutes les cases, c'était la sincérité. Je crois que j'en suis sûr même, que ces démarches d'un côté comme de l'autre, ça a parlé d'envie tout à l'heure, j'ai entendu, c'est le mot que j'ai retenu. C'est l'envie, ça c'est sûr, c'est indéniable. Si on n'a pas envie de faire un projet, il ne faut pas y aller. Mais avant,
avec l'envie, je crois que c'est la sincérité, c'est-à-dire livrer les choses le plus simplement possible, le plus naturellement possible. En tant qu'artiste, c'est être soi et pas forcément artiste, et l'artistique va venir petit à petit. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un public qui ne mentait pas, qui ne pouvait plus mentir, parce que l'âge. Et je me sentais bien con si moi si j'avais dû mentir aussi parce que j'étais artiste. Et en fait, je me fais souvent cette réflexion de dire, je suis rentré là-bas comme un artiste, et je suis ressorti, je m'appelais Kevin. Et ces personnes âgées qui sont venues en plus des amis, parce que je me suis lié d'amitié avec elles, parce qu'il en est devenu des moments très intimes et des moments de confidence, ont fait finalement pousser des petites graines en moi. Alors c'est marrant parce que tu y vas pour transmettre quelque chose et finalement c'est toi qui prend en retour, et ça c'est quand même assez fou. Et je crois que grâce à ces personnes, je suis devenu l'artiste que je suis aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que je suis un grand artiste non plus, mais en tout cas je vois mon métier différemment, et j'arrive même à me dire que aujourd'hui que je fais un métier. À l'époque j'y croyais pas trop, parce que comme j'arrivais dans un milieu où le milieu hospitalier, enfin voilà, les gens travaillaient pour de vrai, je comprenais, moi j'arrivais avec ma guitare, donc je faisais pas hyper sérieux, et du coup j'ai appris à accepter aussi que j'avais un métier, et que voilà quoi. Et bon, enfin pour moi donc la condition requise, et c'est la sincérité, et je pense que voilà, c'est comme je conseillerais à tout artiste de mettre les pieds dans un EHPAD, de mettre les pieds dans un foyer pour personnes handicapées, parce que justement j'ai l'impression que déjà c'est des puits d'inspiration, et c'est des bouillons de simplicité, et on a besoin tellement de ça. Et effectivement, je rebondis aussi sur le fait que on ne se met pas en difficulté. Moi, c'est mon mot d'ordre. Je mets personne en difficulté. Je fais de l'écriture de chansons, et des fois, j'impose pas une feuille blanche et des stylos, parce que ça peut être très déstabilisant. Donc, je prends le soin de garder la feuille et le stylo, et je me dis que il y a qu'une personne qui doit être en difficulté, c'est moi. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, au fur et à mesure du projet, on devient un vrai collectif. Et c'est ça le projet, en fait. C'est pas autre chose. C'est pas la restitution. C'est le collectif qu'on va créer. C'est pas ce qui va être rendu. C'est ce qu'on va vivre voilà, dans ce projet. Je parlais trop là. Non, c'est très bien. Mais j'ai envie de venir gratter encore un peu. Tu nous parles en effet de la manière d'arriver, de la posture, toi en tant qu'artiste. Tu as fait quand même un certain nombre de projets, il me semble, sur le territoire et au-delà. J'imagine qu'il y en a, et Christelle donnait une anecdote tout à l'heure sur ton premier projet, j'imagine qu'il y en a qui se sont super bien passés. Il y a peut-être d'autres endroits où ça a été plus compliqué, possiblement, parce que ça arrive aussi dans les projets, et c'est important de le dire aussi. Est-ce que toi, entre des projets qui ont été justement par endroits plus compliqués et d'autres où tu en es ressorti en te disant « waouh », fantastique. Est-ce que tu identifies qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où, selon tes critères, ça a marché, ça a pris, et d'autres où il y a eu des blocages? Alors, ouais, je vois tout à fait. Voilà, c'est ma réponse. Alors, ouais, donc, ben oui, Christelle commence à m'appeler le vieux routier, donc ça fait plaisir. Oui, alors, je vais parler de... Cette année, j'ai eu que des super projets. Bon, je dis ça parce qu'ils sont dans la salle, donc du coup, alors, je vais commencer par j'ai pas eu de mauvais projet en soi, parce que quand tu sens que c'est un peu compliqué, je me raccroche aux résidents, toujours. Pour moi, le plus important, c'est d'aller m'accrocher à eux et de trouver mes petits acteurs principaux, ma jeune fille de 90 ans, enfin, voilà. Maintenant, pourquoi ça peut moins bien se passer? Peut-être parce qu'un personnel n'est peut-être pas préparé à la venue. Alors, j'entends le terme des fois petit grain de sable dans le rouage. Moi, perso, je suis pas fan de dire que j'arrive comme un petit grain de sable. Je préfère être un petit courant d'air qui fait du bien. Bon, voilà, après, c'est peut-être mon ego qui parle. Mais je préfère ça. Et je me rends compte que là où ça se passe bien, donc là tout à l'heure, on est avec l'établissement de Claire Vivre, avec qui ça s'est vraiment très bien passé.
parce que je crois qu'ils avaient l'habitude, ils étaient prêts, et c'était chouette. Et là, je vais tout de suite vers le dernier projet où je suis, donc au Val-de-Drône, là-bas exactement, où j'ai décerné la Palme d'Or du meilleur chef de service à Madame Sandrine Borel, qu'on peut applaudir très fort, parce que vraiment... Alors, pourquoi je lui ai décerné une Palme d'Or ? C'était pas pour l'applaudir, enfin, c'est la chef de service. C'est-à-dire que c'est elle qui gère, il y a une hiérarchie au-dessus, mais c'est elle qui gère, qui drive l'équipe. Et j'arrive, quand je suis arrivé, alors déjà j'avais un café, c'était pas mal, mais j'ai senti tout de suite une bienveillance. Et ça, c'est hyper essentiel parce que la bienveillance, c'est-à-dire, comme disait Christelle très justement tout à l'heure, nous on arrive, on n'est pas professionnel de santé. On peut être des vieux routiers, avoir l'habitude de certains établissements, mais c'est pas notre job. Et du coup, on a encore à faire des choses choquantes. Et il faut passer au-dessus. Et je sais que si je veux aller pleurer dans le bureau de Sandrine, je peux y aller. À l'inverse d'autres établissements où on ne va pas avoir un accueil. Ou alors on est là parce que c'est le cahier des charges et que c'est sympa d'avoir... Et que on sait bien, de toute façon, que les projets culturels ou d'autres projets, il y a un cahier des charges à tenir et que nous, on est une ligne dessus. Mais il y a l'humain derrière, puisqu'on parle de projets humains avant tout. Donc je crois que la direction et le bon, enfin, j'ai pas envie de dire le bon management, ça fait un peu, c'est le business plan, mais je veux dire, je crois que c'est assez essentiel. C'est un travail d'équipe, c'est un collectif, et c'est vrai que quand l'artiste arrive, je dis pas qu'il faut nous dérouler un tapis rouge, parce que je pense que nous aussi, il faut qu'on soit force d'adaptation. C'est hyper important, ça peut pas aller que dans un sens. Mais je crois que une équipe soudée, une équipe qui aura l'œil et avec qui on peut parler, c'est hyper important, quoi. Mais après, je pense que on n'a pas besoin d'être artiste. Je pense que dans tous les boulots, je crois que c'est un peu pareil. Et c'est peut-être ce qui manque en ce moment. Voilà. Merci. Et en effet, ça fait lien avec ce que disait Olivier, je pense aussi tout à l'heure, en parlant de rendre l'environnement propice, en parlant de l'importance de l'encadrement, etc., etc. Donc ça permet en effet de le voir de différents endroits. Tout à l'heure, Olivier a appelé et posé une question qui me semble importante à poser. J'aimerais bien vous la poser d'ailleurs à toutes les deux, Christelle et Caroline, et même sans doute Jean-Philippe, pour avoir votre regard à tous les trois sur c'est quoi un projet réussi ? Parce qu'en effet, on est parti sur qu'est-ce qu'il faut pour un projet, mais un projet réussi à partir de... à quel moment on se dit qu'un projet est réussi ? Je pense qu'un projet réussi, déjà, on va pas avoir les mêmes critères selon qui en parle. Pour le directeur ou la directrice de l'établissement, ça va relever d'autres enjeux que le résident, que l'animateur, que l'artiste, sans doute, parce que tout le monde vient y chercher et y trouver quelque chose de bien différent. Malgré tout, ce qui ressort quand même des échanges aujourd'hui et de ce qu'on constate sur le terrain, c'est beaucoup à partir du moment où la rencontre se fait réellement. Je vais avoir en tête, par exemple, des projets sur lesquels, après, il y a... je sais pas, un temps... Alors ça marche très très bien quand il y a un temps autour d'un repas, autour d'un goûter ou quoi que ce soit. Quand on peut boire et manger, forcément ça réunit. Pourtant, c'est arrivé que sur des projets, les résidents et les artistes, chacun est dans son coin. Pourtant, on était censé à l'instant avoir partagé quelque chose, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que ça va être ce genre de choses qui va être révélateur de quand ça ne fonctionne pas. Je vais répondre à une question que je me suis posée, ce qui est la meilleure façon d'être d'accord avec soi-même. Le projet réussi, en fait, moi j'ai cheminé au fur et à mesure des années. Au départ, je disais à un artiste, aux équipes éducatives, ce qui compte, c'est le cheminement. Ce qui compte, c'est le plaisir aussi que vont assurément pouvoir prendre les résidents dans le projet. Et en fait, bien sûr qu'on cherche le bien-être au départ.
Mais cette idée de cheminement, c'était aussi l'appréhension que je pouvais avoir de la restitution. À me dire, ah là là, j'espère que ça ne va pas se transformer au spectacle de la kermesse de la maternelle. Ma crainte, elle était là, en fait, parce qu'on est là pour aussi valoriser les personnes que l'on accompagne. Et j'ai, en fait, et je le disais tout à l'heure, et on a travaillé un peu les ingrédients pour peut-être aller au-delà et se dire, en fait, un projet réussi, c'est évidemment le résident qui prend du plaisir, c'est évidemment l'estime qu'il va pouvoir retirer de ce projet, sa valorisation, même peut-être le sentiment d'inclusion sociale, il est sur scène, il y a du monde, il est content. Mais ce qui compte le plus, pour moi, ça va être la reconnaissance, non pas de la personne en situation de handicap, mais de l'artiste et des émotions qu'il a procurées. Et je pense que dès l'instant qu'il y a, effectivement, en tout cas moi j'ai eu des émotions tout à l'heure, voilà, ce type de restitution et de l'émotion, on est dans l'œuvre artistique et je pense qu'on a réussi le projet. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Je partage l'avis de M. Auberger. Est-ce qu'il y a des projets, alors on se pose la question dans un sens, est-ce qu'il y a des projets réussis et c'est quoi le critère? Et c'est quoi le critère d'un projet qui ne l'est pas réussi aussi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer, même si on a rencontré des difficultés. Et pour compléter ce que disait Kevin sur les projets pas réussis, ou plus difficiles à mettre en œuvre, c'est souvent quand on a des tensions en ressources humaines dans les établissements. Et ça, on ne l'a pas beaucoup dit aujourd'hui, mais quand même, c'est de plus en plus flagrant. Avant, c'était un peu plus dans les EHPAD, maintenant ça gagne aussi le milieu du handicap. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander à un établissement qui est en tension, qui a des difficultés de personnel, de mener à bien un projet culturel qui engage, qui demande de faire des efforts sur des plannings. Comment on peut faire des efforts sur un planning et mettre à disposition du personnel si on ne l'a pas, ce personnel, voilà. Donc, dans ces cas-là, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est surtout beaucoup plus compliqué pour l'artiste, pour les équipes artistiques. Mais comme dit Kevin, si on arrive à se recentrer sur le résident, sur les résidents et sur les professionnels, il y a toujours quelque chose à en retirer aussi. Donc, c'est jamais vain. C'est des petites graines qu'on sème. Et on espère que la fois d'après, l'établissement sera en meilleure santé et qu'il pourra bénéficier de son projet d'une manière plus amplifiée. Parce qu'évidemment, quand il est dans ce contexte-là, ça ne peut pas rayonner. Voilà. Oui, je pense que c'est difficile d'évaluer la réussite d'un projet. En effet, il faudrait une méthodologie. Sur quels critères on va évaluer que c'est réussi ou pas réussi. Pour autant, on peut avoir le sentiment qu'à l'issue d'une intervention, enfin je parle concernant uniquement les arts visuels, je ne parle pas des interventions directes d'artistes dans les EHPAD, mais qu'il n'y a pas eu trop de monde à la médiation. Mais après tout, on n'est pas obligé de tous aller à la médiation. On peut, voilà, il y a des équipes après qui peuvent prendre en charge. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de monde à la médiation, mais il y a eu quand même des volontaires pour aider à installer des tableaux, pour faire des propositions de lecture. Ça, c'est intéressant aussi. Et même si on est assujetti à des conditions de conservation des œuvres et à y faire très attention, je trouve que c'est bien que des résidents s'emparent aussi des œuvres et donnent leur avis, parce que comme ça, ils s'approprient le sujet. Mais ils ne sont pas pour autant tous présents après. Donc le projet, est-ce qu'il a été réussi ou pas? Et puis en fait, pour qu'il soit peut-être réussi, pour donner cette condition-là, je reviens sur ce que disait M. Auberger. Ce qui me semble extrêmement important dans un établissement, c'est le suivi par une seule personne du projet de A à Z avec son interlocuteur
Voilà, en l'occurrence nos services, mais parce que quand il y a une dissémination de l'information au gré de différents intervenants, tous très motivés, très volontaires et très enthousiastes et pleins d'envie, eux aussi, eh bien ça délite un petit peu, me semble-t-il, le résultat de la réussite, quoi. Voilà, c'est mon sentiment. Merci pour tout ça. Du coup, ça fait le lien avec l'autre point qui émergeait tout à l'heure quand vous discutiez. C'est la question, on parle donc des enjeux RH notamment, et des difficultés que peuvent connaître les établissements médico-sociaux, mais pas que, le sanitaire également, sur les questions des ressources humaines. Parce que là, on se dit, c'est important qu'il y ait une personne qui soit toujours la même. Entre le moment où on dépose le dossier, le moment où on a la réponse du dossier, le moment où on met en place le projet, dans un contexte qui plus est où potentiellement il y a des enjeux RH tels qu'on les évoquait, parfois la personne n'est plus là. Et puis même quand un projet a lieu, parfois la personne part en cours du projet et ou parfois elle est en arrêt ou X ou Y raison. Que ce soit face à cette question-là du suivi, par une même personne du projet, mais également de manière plus globale sur la mobilisation et la capacité à porter des projets dans ce contexte-là. Comment ça se passe au sein des 3 établissements sur lesquels vous êtes? Comment ça se passe dans ce que tu observes également, Caroline? Est-ce que vous avez des choses à partager sur la manière d'aborder cette question-là? Vous vouliez parler avant? Non. Alors, pour moi, ça, c'est une question très méthodologique. Donc, c'est pour ça aussi que je suis bien contente d'avoir le nez dans le terrain parce que il y a, en fait, tous ces projets-là, c'est pas nouveau non plus et ça commence clairement, ça fait ses preuves et on commence à faire émerger justement peut-être, alors pas les astuces parce qu'il n'y a pas de recette et ça c'est bien ce qu'il faut quand même retenir de tout ça. Malgré tout, ce qui aide à ce que ça fonctionne. Et en médiation culturelle, justement, nous, on s'intéresse à comment est-ce que la rencontre se crée, comment est-ce qu'on met en place les choses pour que la rencontre se crée. Il y a quand même, comme je le disais, des choses qui émergent. Certaines, on les a beaucoup abordées jusque-là, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a d'abord que tout ça, ça part d'une envie. On ne va pas continuer très longtemps là-dessus. Malgré tout, retenir que cette envie, elle peut venir de tout le monde. Ça peut être une envie d'un résident, ça peut être une envie de quelqu'un de l'équipe, ça peut être une envie d'un artiste qui vient à la rencontre de l'établissement pour en faire part, etc. Le porteur, ça, pareil, d'avoir un porteur de projet dans l'établissement tout au long du projet, ça, c'est vraiment nécessaire, en tout cas que si jamais il part, la suite puisse se faire et que le relais soit fait. Et aussi, j'ajouterais de convaincre la direction, si elle n'est pas déjà convaincue, parce que clairement, on met en place un projet bien différemment dans un établissement dans lequel la direction est convaincue par son intérêt. Et puis aussi des choses comme faire le point sur ce qui existe, alors faire le point sur ses envies, sur les envies des personnes accompagnées et puis des résidents, mais aussi faire le point sur ce qui existe sur le territoire, est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été menés dans l'établissement, est-ce qu'il y en a qui sont à l'œuvre aujourd'hui, est-ce qu'il y a des structures sur le territoire avec qui on est déjà en lien, et en fait partir aussi de ce qui existe déjà, ça paraît tout de suite moins gros, et partir comme ça de liens qui sont déjà faits. Pas hésiter à aller chercher des sources d'inspiration aussi, par exemple, savoir ce qui se fait dans le coin, ce qui se fait même autre part en France, dans le même type d'établissement que les vôtres, ou même pas forcément, ou en tant qu'artiste, se renseigner aussi auprès des autres artistes, ce qui a déjà été mis en place. Et puis, s'adresser aux bonnes personnes. Donc là, je pense à la DRAC, à l'ARS, aux collectivités qui vont avoir des chargés culturels, territoriales, aux lieux culturels aussi, qui ont des responsables publics, des médiateurs, des chargés territoriaux parfois. Et tout ce monde-là, ils vont pouvoir apporter des contacts,
des conseils, des informations sur ce qui existe sur le territoire. Ça va être anticiper les moyens financiers en interne comme en externe, et aussi essayer de voir si les calendriers des appels à projets, ils se calent avec votre prévisionnel à vous. Tout ça, ça s'anticipe vraiment auparavant. Se rencontrer, ça on en a déjà beaucoup parlé, mais vraiment se rencontrer avec les artistes et pas uniquement avec la structure culturelle qui peut servir de relais ou le chargé de prod avec qui parfois on est en lien en premier, mais avant de s'engager officiellement dans quoi que ce soit, vraiment avoir un échange avec l'équipe artistique qui interviendrait, et inversement, que l'artiste rencontre vraiment le porteur, le référent du projet dans l'établissement. Et puis, alors on parlait aussi de ça, même ce matin, de garder à l'esprit que l'artiste, il n'est pas un prestataire, il n'est pas là pour répondre à des objectifs thérapeutiques dans ce type de coopération. Donc voilà, que tout le monde ait bien sa posture, parce que c'est dans son rôle qu'il sera le plus expert. Et puis, laisser le plus, ça je pense que c'est quand même pas le plus évident, mais laisser le plus possible de liberté aux artistes. Alors qu'est-ce que ça implique très concrètement ? De mettre un cadre. Ça veut dire qu'on en discute et on réfléchit aux conditions de chacun, aux freins, au rythme, au temps de concentration ou quoi que ce soit. Ça peut être beaucoup de choses d'aborder, mais en tout cas, poser ce cadre-là dès le début, qui peut évoluer, s'il faut qu'il évolue, et il n'y a aucun problème, mais poser un cadre dans lequel, à l'intérieur de ce cadre, il y aura un vrai espace de liberté artistique, parce que c'est comme ça qu'on pourra que quelque chose pourra en sortir. Et ce que je voulais pointer avec cette liste qui, en effet, qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre non plus, et il ne faut pas se dire qu'on a une recette magique pour mettre en place quoi que ce soit. C'est des points de vigilance, je dirais plutôt. Et je voulais, mais alors en marchant sur des œufs et en essayant de prendre le plus de pincettes possible pour parler de ça, quand même pointer le fait que dans ce que je constate, dans la manière dont on met en place les actions avec le médico-social, les actions culturelles et médico-sociales, il y a beaucoup de similarités avec la manière de mettre en place aussi des médiations culturelles, par exemple, avec d'autres types d'institutions, par exemple le secteur pénitentiaire. Alors, ça peut dénoter, ça peut surprendre, mais je pense que ces similarités dans la manière de faire, en fait, tout ce que je viens de vous énoncer, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la mise en place de projets culturels en prison, par exemple. Et je pense que ça, c'est peut-être à conscientiser pour venir interroger nos institutions, mais toutes les institutions, je pense notamment aux institutions culturelles, qui, à travers ce constat-là, on se rend compte qu'on pense le public comme un public, alors c'est dans les textes officiels, comme un public éloigné, un public potentiel, et en fait un public qu'on regarde par le prisme de l'établissement. C'est aussi bien dans le pénitentiaire que dans le médico-social, que dans le sanitaire. Et peut-être que penser pas uniquement par le prisme de l'établissement, ça peut nous mettre des œillères sur d'autres manières de concevoir des projets de coopération comme ça. Je pense même une scène nationale, par exemple, quand elle perçoit des subventions, c'est pour un certain nombre de missions, y compris le fait de faire du hors les murs dans des structures du territoire, et ça de manière assez indépendante. C'est quand on parle de démocratisation culturelle. Et je pense que des journées comme aujourd'hui et le développement et la multiplication des projets culture et médico-social, ça nous permet aussi peut-être au fur et à mesure de trouver plus d'expertise dans chacun de ces domaines-là, et de plus voir ça comme des publics éloignés, comme une grande masse générale, mais de connaître un peu mieux les spécificités de chacun de ces publics-là.
Merci. Du coup, on a élargi la question des questions RH aux questions globales de process. Je vais juste reposer du coup la question aussi RH en tant que directeur d'établissement. Comment on appréhende ça par rapport à la mise en place de projets culture et santé, enfin culture et médico-social plus spécifiquement. Par rapport aux problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui de RH, alors ils sont réels, les problèmes d'attractivité dans notre secteur, les problèmes de fidélisation. Monsieur Fiat disait ce matin, je crois, que certaines personnes avaient le sentiment d'exister s'ils étaient mobiles. On a aujourd'hui des personnes qui sont assez mobiles. Et pour le coup, et je crois que vous entendez, tout à l'heure, Chantal était là en bord de scène à dire, en espérant que le projet serait reconduit l'année prochaine. Je pense que le meilleur moyen de fidéliser les personnes dans nos établissements aussi, c'est de leur permettre de partager ce type de projet artistique qui profite aux personnes accompagnées, mais également aux professionnels, puisqu'on le sait, l'expression artistique, c'est un bon levier d'épanouissement personnel. Donc je pense que si on parle de qualité de vie au travail, il faut aussi pouvoir intégrer les projets culturels comme un bon investissement. Merci beaucoup. En effet, ça permet aussi de pointer du doigt l'importance, pas uniquement de la hiérarchie comme étant impliquée dans le soutien des projets, mais aussi dans ce que j'entends de la place de l'intégralité des équipes dans même la participation et la représentation de ce que ça vient jouer sur les structures. Complètement. On est aujourd'hui avec une mise en avant de beaucoup de savoir-faire techniques, même dans nos milieux, de protocoles, de procédures. Je pense qu'il ne faut pas aussi oublier l'essentiel. On a parlé aujourd'hui beaucoup de rencontres, d'envie, d'émotions. Et je pense qu'elles se vivent par ces expériences-là. Pas que par des protocoles. Du coup, ça va m'amener à une dernière question, parce que le temps passe vite, qui est de savoir, pour vous, c'est quoi les perspectives de demain sur les projets ? On a parlé du contexte, on a parlé des contextes, des enjeux RH, des questions de temporalité, des questions de financement ce matin, etc. Dans ce contexte-là, qui certes connaît des freins pour certains, mais qui connaît aussi beaucoup d'enjeux en termes d'envie de travailler ensemble, d'envie d'hybridation qui ont été évoquées, d'envie de se raccrocher à cette question du sensible, etc. On va vers quoi, selon vous, ou vers quoi est-ce que vous avez envie qu'on aille, et qu'est-ce qu'on peut se dire collectivement de ces directions et de ce qu'on souhaite à la fois sur le territoire de la Dordogne, puisque c'est là que ça s'ancre aujourd'hui, mais plus globalement, même au-delà, sur les projets culturels dans les établissements médico-sociaux. Je garde le micro, je vais être bref. Évidemment que l'on souhaite que ces projets culturels et médico-sociaux perdurent parce qu'on voit tout ce que ça peut nous apporter. Les établissements médico-sociaux s'ouvrent, j'aimerais dire, au monde de l'art de plus en plus. On ouvre nos murs, on est présent dans toutes les salles de spectacle. On parlait de l'Agora ce matin, où il y a une sélection aussi qui est faite avec les responsables. On parle de l'Odyssée, où nous sommes aussi évidemment abonnés et qui favorise l'accessibilité avec, par exemple, pour les personnes déficientes sensorielles, aujourd'hui la mise à disposition de gilets vibrants, donc qui facilite là aussi l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc j'ai été un peu surpris. On a vu l'engouement des Jeux paralympiques et après les Jeux, j'ai été beaucoup sollicité par des clubs sportifs nous demandant de participer et de les aider dans la mise en place de sections adaptées. Aujourd'hui, j'invite toutes les associations artistiques, toutes les compagnies de danse, de théâtre, de réfléchir à la mise en place en tout cas d'un accueil qui pourrait permettre, non pas pour nous de rester dans les établissements, mais alors on a parlé d'inclusion, mais de pouvoir évidemment assurer aux personnes qui sont aujourd'hui dans les établissements médico-sociaux de pouvoir tout simplement profiter de ce qu'est le droit commun
On l'a dit, on a commencé par ça ce matin. Voilà, je crois que leur place est là. Je peux rebondir. Je vais apprendre à personne que la population française vieillit, qu'il va y avoir de plus en plus de seniors, que je crois que c'est Pierre qui nous disait hier que on va être le département en Dordogne le plus vieux de France d'ici peu de temps. Donc, super record. Et donc du coup, il faut être vigilant à ça, il faut être vigilant à ce que ces projets puissent perdurer et voir les faire évoluer, puisqu'il y a quand même aussi une tendance à rester de plus en plus à domicile. Donc il va falloir aussi se poser la question de comment on peut aborder ces questions-là avec les tensions budgétaires aussi. Voilà. Donc ça ne fait pas bon ménage une fois qu'on a positionné ça dans la même phrase. Et néanmoins, c'est un enjeu. Alors, je n'ai pas la solution, mais si vous l'avez, je veux bien que vous me la donniez très très vite. La question ? Vers quoi tu as envie qu'on aille sur les projets demain, dans un an, dans 5 ans ? Moi, je pense que demain, il en faut partout des projets. Il en faut partout parce que je crois je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure un petit peu, sur le parallèle que tu faisais avec les prisons et tout. Et il en faut partout parce que en vrai, je crois qu'on ne mesure pas l'impact de ce genre de projet. Et même quand je dis ça, je ne mesure pas moi-même pas l'impact. Je vais juste donner 2-3 exemples comme ça pour affirmer ce que je dis. Au Val de Drône, j'ai fait des enregistrements il y a 3 semaines. Et quand je fais des enregistrements, je prends tout le monde, c'est-à-dire le résident ou le directeur. Attention, fais gaffe, ça peut t'arriver. Et du coup, voilà, il y avait Nelly, qui est plus là, mais qui est plus là parce qu'elle est partie ailleurs. et Nelly, elle était flippée. Elle était flippée quoi, de chanter dans le micro, lui mettre un casque sur les oreilles, c'était un truc de fou. Et elle l'a fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image de la fleur qui s'ouvre comme ça et qui tout d'un coup se met à rayonner. Voilà, c'était quelqu'un du personnel. Mais quand on fait ça avec un résident, prenez, allez, je parle Claudette, 86 ans, casque sur les oreilles. Bon, fallait monter le son parce que, voilà, mais elle kiffait. Petite fleur, ça s'ouvre. Tu fais ça sur un mec... voilà, qui est à Périgueux en prison. Il a 18 ans. C'est pas sa place. C'est sûr, c'est pas sa place. Pas à 18 ans. Tu le fais écrire un texte, tu le fais enregistrer, il devient cette petite fleur qui s'ouvre. Peut-être il se trouve même. Tu vas dans une classe de SECPA, c'est pareil. Se comprend pour des... Voilà, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas la même vie. Enfin, on ne voudrait pas leur vie de toute façon. Il s'ouvre aussi. Les derniers exemples, Claire Vivre, j'ai eu la chance de rencontrer Madj. Alors, il n'est pas là, il est là tout à l'heure. Madj, c'est un réfugié syrien. Tu vois, c'est ce qu'on voit à la télé, quoi. Enfin, on le voit de loin avec beaucoup de recul parce que c'est la télé. Lui, tout ce qu'il a vu, on ne voudrait pas le voir. Il avait 12 ans quand il a pris le canoë, enfin le bateau gonflable qui était à peine gonflé pour venir jusqu'en France. Et il a vécu une histoire tellement terrible que je vais la taire, quoi. Mais psychologiquement, il est effondré. Et on a fait une chanson tous les deux. Je ne sais pas si... La réflexion que je me suis fait, c'est qui a fait, à un moment donné, la route pour qu'on se rencontre, lui et moi? Est-ce que j'ai eu la chance que son canoë soit bien gonflé, ou est-ce que j'ai eu la chance que Christelle avait mon numéro de téléphone? Est-ce que le hasard existe? Je ne sais pas, peut-être c'est de la magie. Mais on a écrit cette chanson, et lui, il s'est mis à sourire. Il m'a dit, j'ai pas les mots pour dire ce que je ressens, parce qu'il n'a pas tous les mots. Et moi, j'avais pas non plus les mots pour dire ce que je ressentais face à son histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il s'est passé quelque chose de génial pour lui. Moi, je mesure pas ça, je raconte juste l'anecdote. Lui, peut-être, il en faut partout, en fait, des projets comme ça. Et ce matin, quand j'entends
Monsieur le Président, qui avait la volonté de garder la culture, parce qu'on sait que le temps politique va être dur. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est tout ça. Moi, ce qui me fait peur, j'ai une crainte, c'est que depuis quelque temps, je trouve que la culture, c'est un peu la grande absente des programmes. J'en entends pas beaucoup parler. J'entends dire qu'il faut faire des économies. Ok. Mais je crois que le secteur médico-social est en tension, le milieu hospitalier en tension. Je crois que la culture le devient aussi, l'est aussi. Et ça fait peur, mais je pense que il faut continuer. Il faut, par tous les moyens, il faut continuer, il faut faire, et puis voilà. Mais il en faut partout. Merci. Caroline, Jean-Philippe, un petit mot? Bon, d'abord, merci. C'est vrai que parler de magie, c'est comme ce matin ou tout à l'heure quand on parlait d'amour pour parler de la culture. Moi, ça me parle et je pense que le parallèle est assez évident. Pour être très très synthétique, parce que je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et de toute façon, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, également sur le vieillissement, parce que moi, de ce que je vois en EHPAD, ça fait vraiment partie des perspectives. Et pour le coup, il y a des expérimentations qui ont déjà commencé. J'avais noté, il y a par exemple en Aveyron un projet de service d'art à domicile qui a été mené en 2022-2023 avec des designers, des sociologues, et ça me permet aussi de dire que dans les perspectives à venir, le design s'empare aussi de tout ça aux côtés des artistes et s'empare des réflexions, des expérimentations autour de la rencontre culture et médico-sociale. Et ça va sans doute enrichir tout ce qui a vu le jour jusqu'à présent. Donc c'est pas nouveau l'intérêt du design, mais ça prend de l'ampleur en ce moment. Et je voulais plutôt revenir sur la nécessité d'être formé, en tout cas ce temps de formation des professionnels. Plus exactement que tout à l'heure, je parlais pour défendre, penser un projet, pour se rencontrer, ça va passer par un besoin de connaître les normes et les langages de l'autre. Et en fait, sur le terrain, je constate que parfois on met en difficulté les professionnels parce qu'on va avoir une certaine exigence, parce que quand on a cette envie et que chaque projet doit faire ses preuves pour qu'on puisse en mener d'autres après, qu'il légitimise aussi les autres, ça signifie aussi mettre en difficulté des professionnels qui n'ont pas été formés pour ça parfois, et qui ont besoin de rapidement faire évoluer leur pratique, très rapidement. Ça me rappelle même ce que certaines professions ont peut-être pu expérimenter avec l'arrivée du numérique, où en fait le quotidien n'est plus le même, et pour un animateur, il va passer toute la journée beaucoup plus à être dans des réunions et à faire de l'administratif qu'à être auprès des résidents, et ça, c'était pas ce pour qui il avait signé au départ, et donc ça pose des problèmes aussi à cet endroit-là. Et quand je parle de formation, c'est peut-être pas uniquement c'est sûrement pas uniquement pour les métiers du soin. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au secteur culturel, qui a sans doute beaucoup à apprendre de ces rencontres, qui a beaucoup à apprendre, il n'y a pas de sans doute, beaucoup à apprendre de ces rencontres-là, et pour parler de ce que je connais, en médiation culturelle, on ne voit pas tellement en détail les spécificités des différents publics, peut-être rapidement le scolaire, mais en fait, c'est quand on s'y intéresse. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'on va juste voir peut-être des grandes notions de démocratisation, démocratie culturelle qui sont très importantes. Et en fait, dans le concret, on n'a pas cette expérience et on n'a pas cette formation plus spécifique. Pour finir, j'ai parlé de chacun, je voudrais aussi parler de la formation médicale, parce que pendant des siècles, il y avait les humanités qui étaient enseignées aux futurs médecins, par exemple, et ça s'est beaucoup perdu au profit de tout ce qui est biomédical. Et aujourd'hui, ça revient, et tant mieux. Et sans doute que l'art et la culture a aussi sa place là, dès la formation des médecins, des soignants, des équipes.
Oh, très rapidement, oui. Mais finalement, M. Eric Fiat nous a donné un angle de vue plutôt positif à la fin de son intervention. Moi, j'aimerais rester là-dessus parce que finalement, on est très nombreux aujourd'hui. Donc, il y a plein de bonne volonté. Nous, évidemment, ce n'est pas une compétence obligatoire dans le secteur des arts visuels dont nous occupons au département. Mais ce qui est obligatoire, c'est de maintenir ces collections. Donc, elles seront à disposition toujours des établissements. Et voilà, après, les budget pour ça, les investissements ne sont pas énormes. Ça peut se faire, donc il y a quand même du positif. Les choses sont dans un creux. La vie est affaire de rythme. Hein. C'est comme un battement de cœur, ça remontera. Je le vois comme ça. Voilà. Merci à tout le monde pour ces échanges. On va pouvoir prendre une question, 2 grands max, pour essayer de rester dans les temps. Juste pour synthétiser très brièvement ce que vous disiez sur notamment ces questions de conclusion. Moi, je retiens le fait de dire qu'il faut qu'on soit en capacité de s'adapter aux évolutions qu'on connaît, notamment les évolutions démographiques, mais aussi aux évolutions en matière de... on parlait de domiciliation, il y aura d'autres enjeux. Mais en tout cas, de rester à l'écoute de ça, de savoir y répondre. La question de la quantité de projets, même si ce n'est pas dans le côté quantitatif, mais bien dans le fait de dire qu'il faut qu'on puisse toucher tout le monde, un maximum. Et quand on dit tout le monde, ça correspond aussi à ces liens sur les questions d'attractivité et à ces questions sur le fait de dire que oui, les enjeux RH, c'est un frein, mais les projets culturels peuvent être aussi un levier par rapport à ces problématiques-là. Est-ce qu'il y aurait une question ? Oui, c'est moi. Bonjour, alors c'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis Capucine de Descartes et je travaille au pôle culture et santé avec Clara notamment. Je voulais, désolée, ajouter mes petites graines aussi. Je sais pas si c'est parler de prérequis, mais moi j'aurais envie de nous inviter tous, et désolée pour ceux qui ont utilisé ce mot, mais à arrêter de parler de public empêché, de public spécifique, etc., mais de personnes. Certes, qui sont prises en soin, accompagnées dans un établissement pour des raisons bien particulières, mais qui sont avant tout des personnes. Et comme je ne sais plus exactement qui l'a rappelé tout à l'heure, en fait, on est tous des sociétés ordinaires avec des spécificités, mais voilà. Je vous l'invite. On parlait tout à l'heure de communication, de langage, etc. On peut se dire que c'est qu'un mot, mais en fait, ça vient quand même appuyer des postures quand on se lance dans de tels projets. Et ça invite en effet à aller chercher les envies, les désirs des personnes accompagnées, comme des professionnels, comme des artistes, etc. Peut-être un prérequis, je ne sais pas. En tout cas, une piste qui pourrait aider, c'est de donner à ces projets une place transversale, en fait, dans la prise en soin globale des personnes ou dans l'accompagnement global des personnes. Un point peut-être de réussite, ce serait quand on peut voir qu'il y a... Alors, je cherchais un autre mot que impact. En tout cas, que c'est venu bouger quelque chose chez chacun. Que ce soit des personnes accompagnées, mais aussi les artistes, mais aussi les opérateurs culturels, etc. Et je voulais juste peut-être, mais peut-être que je n'ai pas bien compris le propos, Caroline, quand tu parlais de cadre, il est important en effet d'avoir le temps de se rencontrer, de se connaître, de comprendre un maximum qui est l'autre, quelle est cette structure, etc. Mais, et donc tout ça vient poser un cadre, mais l'objet de ces projets-là sont bien aussi de faire bouger les cadres qu'on imagine, tant du côté des artistes, des opérateurs culturels, que des professionnels, et c'est bien aussi leur raison d'être. Voilà. Mais peut-être que vous voulez réagir, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question ? Sauf si il y avait des réactions. Élie ? Tu auras le mot de la fin. Juste 2 choses que je voulais dire, c'est qu'on parlait de l'arrivée des artistes dans les structures. Parfois, parce qu'on est un corps étranger et qu'on ne va pas rester longtemps et qu'on va s'en aller, on cristallise les non-dits de l'attention dans la structure. Sans le vouloir, on vient les révéler en fait. Et ça, il faut être en mesure de le sentir pour se décaler et rester sur le projet artistique. Ça, c'est une première chose. Et je voulais parler aussi de l'importance de la trace. Parce que on disait qu'est-ce que c'est un projet réussi. Je dirais moi que le projet il est réussi quand la trace elle reste au-delà de notre départ
et que les participants qui vont venir demain, ils vont avoir une mémoire de ça, même s'ils ne l'ont pas vécu. Ça veut dire qu'on a laissé quelque chose et la trace de chacun, d'autant plus que souvent on a des publics définis comme volatiles et qu'il est important que chaque passage laisse sa trace, y compris dans l'œuvre qu'on aura constituée. Voilà. Merci Élie. Tu mets le doigt sur deux choses. En effet, cette question des traces qui fait beaucoup... qui pose beaucoup de questions et qui était évoquée tout à l'heure en disant au début je regardais le processus et en fait au fur et à mesure non, en fait j'ai voulu travailler sur ces notions de traces et les affirmer, les porter avec les difficultés que ça pouvait représenter. Et puis l'autre point que tu évoques, c'est la question de la place. Et merci de le faire parce qu'on aurait voulu encore l'aborder davantage. Kevin, tu l'avais fait également en rappelant le fait de bien dire on est à la place de l'artiste, nous ne sommes pas là pour être à la place des professionnels de l'établissement. Et c'est justement parce qu'on est à cette place-là que ça vient faire ce courant d'air, ce que tu évoquais tout à l'heure, et non pas le grain de sable, j'ai bien retenu. Est-ce que tu voulais rebondir dessus peut-être ? Comme tu veux, mais vraiment très brièvement si c'est le cas. Tu veux rebondir toi ? Non, ok, bon. C'était quoi la question ? Non, mais c'est... non, la place, tu veux dire la place de l'artiste de tout, mais je sais à sa place. Ce que tu dis. La place ou la trace, c'était... Il y avait les deux. Les deux. De toute façon, je crois qu'à partir du moment où comment dire, un artiste rentre quelque part, ça va forcément laisser une trace. En bien, en pas bien. Non, mais si. Je veux dire, regarde, aujourd'hui, il y a plein de... Comment dire, je crois que vous êtes tous du milieu... Enfin, il y a des artistes et du personnel. Tout le monde est là. Tout à l'heure, on a vu quelque chose de magnifique. J'ai entendu juste voilà, cette petite qui dansait et qui a dit danser, c'est bien. Danser, ça me plaît. C'est trop bien. Est-ce que ça recommence ? Ok. Je ne sais pas comment dire. Je pense qu'en fait, quand on vient pas comme un grain de sable. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de dire. Et c'est pas la trace ou la place que je veux. Mais par contre, je vais essayer de faire vite, hein, parce qu'après je joue et si je joue en retard, tout le monde va s'en aller. Non. En fait, j'ai du mal avec. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la trace, elle reste si l'institution et l'artiste ensemble décident de laisser trace de ce qui s'est passé. Ça peut être des choses qui vont rester affichées, ça peut être dans la mémoire, ça peut être réactivé quand l'artiste est parti. Je ne parle pas de la trace de l'œuvre, je parle de la trace qui reste comme fondation pour ceux qui viendront après. Ah oui, d'accord. Je propose... Sauf si qu'on continue cet échange sur la suite pour justement rester dans les temps. Vas-y. Je te fais un concert, tu vas voir, tu vas comprendre la trace. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui reste après, c'est ce qui reste. Et je pense que voilà, quand tu les vois sur scène, et même après, c'est le bienfait que ça fait, enfin le bienfait entre guillemets, mais que le personnel prend aussi parce que c'est un travail d'équipe, c'est un collectif. Enfin, moi, je viens dans le principe de dire, il n'y a pas le personnel, c'est pas un projet que pour les résidents. On aurait tendance à vouloir croire ça, mais c'est aussi un projet pour le personnel, parce que à la fin de ce projet, la trace, c'est qu'il se crée une vraie cohésion entre tout le monde et on se regarde différemment. Et c'est peut-être ça ce qui reste en fait, quoi. Pour les personnes, en écho à ce que disait Capucine. Merci beaucoup. Et puis on va laisser la parole à Eric Fiat pour faire une synthèse de la journée. Merci.